J'ai emménagé dans cet appartement au 3e étage d'un immeuble haussmannien il y a exactement 3 mois et 4 jours. Le propriétaire avait insisté sur le fait que j'étais le locataire idéal, jeune cadre célibataire sans enfants ni animaux, avec un salaire stable et des références irréprochables. La cage d'escalier sentait la cire d'abeille et l'humidité ancienne, une odeur que j'avais trouvée rassurante au premier regard, me rappelant l'appartement de ma grand-mère paternelle. L'appartement était parfait pour mes besoins. 47 mètres carrés, avec une cuisine équipée d'électroménager récents, une chambre donnant sur cour intérieure et un salon face à la rue pavée. Les moulures au plafond témoignaient du standing d'époque et des rénovations soigneuses. La parqueterie Versailles brillait sous la lumière tamisée des fenêtres orientées sud-ouest. Mes parents avaient été soulagés de me voir enfin quitter leur maison bourgeoise de Neuilly, même si maman s'inquiétait de me savoir seul dans Paris, loin de leur protection rassurante. Le déménagement s'était déroulé sans encombre, un samedi de juillet ensoleillé. Mes quelques meubles Ikea et mes cartons de livres avaient trouvé leur place naturellement. J'avais même accroché au mur les reproductions de Monet et de Renoir que maman m'avait offertes pour la crémaillère. La première nuit, j'avais dormi comme un bébé, bercé par les bruits familiers de la ville qui s'endormait. Les premières semaines s'étaient écoulées dans une routine apaisante et prévisible. Je m'étais rapidement habitué au rythme de l'immeuble. Madame Bertrand du 2e, qui sortait son caniche à 6 heures précises tous les matins. Les pas lourds de Monsieur Dupuis, au 4e, qui rentrait tard le soir en faisant claquer ses chaussures sur le carrelage du hall. Et le silence relatif du dimanche matin, interrompu seulement par les cloches de l'église Saint-Sulpice. Cette symphonie quotidienne était devenue ma nouvelle partition de vie urbaine. J'appréciais cette routine nouvelle, cette indépendance que j'avais tant désirée pendant mes 28 années de vie chez mes parents. Fini les questions incessantes sur mes horaires, mes sorties, mes fréquentations. Fini les repas imposés à heure fixe et les remarques sur mes choix vestimentaires. Ici, j'étais maître de mon temps, de mon espace, de mes décisions. Cette liberté grisante me comblait chaque matin au réveil. Paradoxalement, cette solitude me convenait parfaitement après des années de cohabitation forcée. Je prenais mes repas quand j'en avais envie, regardais les programmes télé de mon choix, écoutais ma musique sans casque. Le soir, je pouvais lire jusqu'à 3 heures du matin sans déranger personne. Ce petit univers personnel était devenu mon refuge, mon cocon, mon territoire privé. C'est au début du 2e mois que j'ai commencé à remarquer certaines bizarreries dans ma consommation alimentaire. Rien de dramatique au début, juste une impression étrange en ouvrant le réfrigérateur le matin avant de partir au bureau. Il me semblait qu'il y avait moins de restes que prévu de mon dîner de la veille. Une cuisse de poulet rôti qui paraissait plus entamée. Quelques tranches de saucisson artisanal en moins dans l'emballage sous vide. Ces premières observations ne m'inquiétaient pas outre mesure. Je me disais que ma mémoire me jouait des tours, phénomène fréquent lors des périodes de changement. Après tout, vivre seul était encore nouveau pour moi, et je n'avais pas encore pris l'habitude de comptabiliser mentalement le contenu exact de mon réfrigérateur, comme le faisait ma mère avec une précision maniaque.
Peut-être avais-je grignoté plus que je ne m'en souvenais en regardant la télévision le soir, absorbé par un film ou un documentaire passionnant. Cette explication rationnelle me satisfaisait parfaitement à l'époque. Elle s'inscrivait dans la logique de mon installation progressive, de mes nouvelles habitudes alimentaires. Je découvrais encore mes propres rythmes de faim et de satiété, libéré des horaires familiaux stricts. Il était naturel que quelques erreurs d'appréciation se glissent dans ce processus d'adaptation comportementale. Un mardi soir, de la mi-octobre, particulièrement pluvieux et venteux, j'ai préparé une ratatouille généreuse, selon la recette transmise par ma grand-mère maternelle. J'aime cuisiner quand j'en ai le temps, trouvant dans cette activité créatrice un exutoire au stress de mon travail de comptable. Cette recette de famille me rappelait les dimanches d'enfance à Deauville, dans la cuisine ensoleillée de Mamie Simone. J'en avais préparé suffisamment pour 3 repas copieux, comptant me régaler pendant plusieurs jours. Le plat refroidissait lentement dans le grand saladier en pyrex, posé sur l'étagère centrale du réfrigérateur, à côté du beurre et des yaourts aux fruits. La ratatouille dégageait encore ses arômes méditerranéens, basilic, thym, courgettes fondantes et tomates confites. J'étais fier de ma réalisation, anticipant déjà le plaisir de la déguster réchauffée le lendemain, accompagné d'un peu de riz basmati. L'appartement embaumait encore les effluves de ma cuisine quand je suis allé me coucher vers 11 heures. J'ai dormi profondément, bercé par le bruit de la pluie sur les carreaux et le ronronnement discret du réfrigérateur. Aucun rêve particulier n'a perturbé ma nuit, aucun cauchemar prémonitoire. Un sommeil paisible et réparateur dans ma chambre douillette. Le mercredi matin, en ouvrant la porte du réfrigérateur pour prendre mon lait demi-écrémé habituel, j'ai eu un choc qui m'a cloué sur place. Le saladier était là, exactement au même endroit où je l'avais rangé, mais il était presque complètement vide. Il ne restait qu'une petite portion au fond, à peine de quoi accompagner un morceau de baguette. Mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite et une sueur froide a perlé sur mon front. J'ai d'abord cru à une plaisanterie, cherchant des yeux une caméra cachée ou un indice de présence étrangère. Mais l'appartement était silencieux, intact, exactement comme je l'avais laissé la veille. Mes affaires étaient à leur place habituelle. Aucun désordre visible, aucune trace d'effraction. Seule la ratatouille avait mystérieusement disparu pendant mon sommeil. Rapidement, j'ai trouvé une explication logique qui m'a quelque peu rassuré. J'avais dû me lever dans la nuit pour grignoter, poussé par un appétit nocturne inconscient. Cela m'était déjà arrivé pendant les périodes de stress au bureau, de manger machinalement, sans vraiment m'en apercevoir, l'esprit encore engourdi par le sommeil. Avec la présentation importante que je devais faire, le vendredi devant le conseil d'administration, mon subconscient avait probablement cherché du réconfort dans la nourriture familiale. Cette théorie du somnambulisme alimentaire me rassurait, même si je ne gardais aucun souvenir d'avoir quitté mon lit durant la nuit. Elle expliquait rationnellement le phénomène, sans faire appel au surnaturel ou au paranormal. J'avais lu dans des magazines que le stress professionnel pouvait provoquer ce genre de comportement inconscient. Mon cerveau avait simplement évacué la tension en me dirigeant vers la cuisine pendant mon sommeil. Pour me rassurer complètement, j'ai inspecté minutieusement l'évier et le plan de travail.
Effectivement, une cuillère légèrement tachée de sauce traînait dans l'égouttoir, confirmant ma théorie. Je l'avais probablement utilisée, puis rincée machinalement, avant de retourner au lit. Cette évidence matérielle dissipait mes dernières inquiétudes. Tout rentrait dans l'ordre de l'explication rationnelle. Les incidents se sont multipliés au cours des semaines suivantes, prenant une ampleur et une fréquence préoccupantes. Un pot de confiture, de figues artisanales, achetées au marché trouvé ouvert sur l'étagère du réfrigérateur, alors que je me souvenais distinctement l'avoir soigneusement refermé et rangé dans la porte. Des yaourts à la vanille qui disparaissaient par 2 ou 3, laissant les emballages vides, soigneusement pliés dans la poubelle de tri sélectif. Un fromage de chèvre fermier que j'avais acheté chez le fromager du quartier le samedi matin s'était volatilisé le dimanche soir, ne laissant que son emballage papier froissé. Une tablette de chocolat noir à 70% de cacao, ma gourmandise préférée pour les soirées télé, avait disparu sans laisser de traces. Même le pain de mie complet que j'utilisais pour mes toasts matinaux diminuait anormalement vite. J'ai commencé à tenir un inventaire mental plus précis et systématique de mes achats et de ma consommation quotidienne. Chaque soir, avant de me coucher, je faisais un tour rapide mais minutieux de la cuisine pour mémoriser l'état exact de mon réfrigérateur et de mes placards. Cette habitude nouvelle me paraissait un peu obsessionnelle, mais elle me permettait de vérifier objectivement si mes impressions étaient fondées. Malheureusement, elle allait tête de plus en plus souvent. Cette routine de vérification était devenue un rituel nocturne, aussi important que de me brosser les dents ou de vérifier que la porte d'entrée était bien verrouillée. Je comptais les yaourts, mémorisais le niveau des bouteilles, notais mentalement l'état des restes. Cette comptabilité domestique m'aidait à garder un semblant de contrôle sur une situation qui m'échappait de plus en plus. Un vendredi soir de novembre, rentrant plus tard que d'habitude du bureau après une réunion qui s'était éternisée, j'ai trouvé ma bouteille de vin, blanc ouverte, sur la table de la cuisine. C'était un Sancerre millésimé que j'avais acheté chez Nicolas pour accompagner le saumon norvégien que je comptais préparer le week-end. Le bouchon était posé à côté et il manquait environ un tiers de la bouteille. L'odeur légèrement fruitée et minérale flottait encore dans l'air confiné de la cuisine. Le spectacle m'a littéralement coupé le souffle. Cette fois-ci, impossible d'invoquer un épisode de somnambulisme alimentaire ou une défaillance de mémoire. Je ne bois jamais d'alcool en semaine, par principe personnel et professionnel, et encore moins en rentrant du travail épuisé par une longue journée. Cette règle de vie était aussi stricte que celle de ne pas fumer ou de ne pas manger entre les repas. Quelqu'un d'autre avait forcément accès à mon appartement pendant mon absence. Cette certitude me glaçait le sang, plus que tous les doutes précédents. Mon rythme cardiaque s'est accéléré pendant que je fouillais mentalement toutes les explications possibles. Le propriétaire avait-il gardé un double des clés? Y avait-il une faille dans la sécurité de l'immeuble que j'ignorais? Un voisin possédait-il un passe-partout? L'idée qu'un intrus se promenait dans mon intimité, fouillait dans mes affaires, se servait dans mes provisions comme s'il était chez lui, me révoltait profondément. Mon petit univers personnel, mon refuge sacré, était violé par une présence invisible et indésirable. Cette intrusion était plus qu'un vol.
C'était une profanation de mon espace privé, de ma quiétude retrouvée. J'ai vérifié soigneusement toutes les ouvertures de l'appartement, avec la méticulosité d'un enquêteur. Les fenêtres étaient fermées et verrouillées de l'intérieur, leurs poignées dans la position habituelle. Aucune trace d'effraction visible sur les châssis en bois peint. La porte-fenêtre donnant sur le petit balcon était également intacte, son verrou de sécurité enclenché. L'appartement était un véritable fort, hermétiquement clos. La porte d'entrée ne présentait aucun signe de forçage et la serrure 3 points fonctionnait parfaitement, glissant sans résistance ni grincement. Les points d'ancrage dans la maçonnerie semblaient solides, les gâches bien ajustés. Le verrou de sûreté que j'actionnais systématiquement en partant était en position fermée. Aucune rayure suspecte sur le métal, aucune poussière de perçage autour du barillet. Le mystère s'épaississait, et avec lui une angoisse sourde qui commençait à s'installer dans ma poitrine, comme un poids froid et permanent. Cette sensation d'insécurité permanente empoisonnait mes journées et perturbait mes nuits. Je sursautais au moindre bruit suspect, interprétais chaque craquement du parquet comme une menace potentielle. Mon havre de paix était devenu une source de stress et d'inquiétude. Le samedi matin suivant, j'ai appelé Monsieur Vidal, mon propriétaire, sous prétexte de problèmes de plomberie dans la salle de bain. Je voulais savoir s'il avait utilisé ses clés de service récemment pour une intervention quelconque dans l'appartement. Sa surprise paraissait genuine quand je lui ai parlé de serrurerie et d'éventuelles réparations urgentes. Il semblait surpris et légèrement agacé d'être dérangé un week-end pour ce qu'il percevait comme des broutilles. Il m'a assuré d'un ton sec qu'il n'était pas venu depuis la remise officielle des clés en juillet et qu'il prévenait toujours ses locataires 48 heures à l'avance avant toute visite d'entretien ou de contrôle. Cette procédure était inscrite noir sur blanc dans le contrat de bail que nous avions signé. Son ton me semblait sincère, mais cela ne résolvait en rien mon problème grandissant. J'étais revenu à la case départ. Ces explications étaient d'ailleurs parfaitement logiques et conformes à la loi sur les rapports locatifs. Un propriétaire ne peut pas pénétrer chez son locataire sans accord préalable, sauf cas d'urgence absolue comme une fuite d'eau ou un incendie. Monsieur Vidal était un homme méticuleux et respectueux des règles, peu susceptible de violer ses principes fondamentaux. Mon hypothèse s'effondrait. J'ai commencé à laisser de petits pièges discrets pour détecter une présence indésirable et invisible. Un cheveu de ma propre tête collé discrètement avec un peu de salive sur le bord de la porte du réfrigérateur. Une pièce de monnaie de 5 centimes, placée de façon très précise devant la porte d'entrée. Des miettes de pain arrangées, selon un motif géométrique particulier, sur l'étagère où je rangeais mes conserves et mes pâtes. Ces précautions rudimentaires mais efficaces me donnaient l'impression de retrouver un semblant de contrôle sur la situation, même si je me rendais compte que mon comportement devenait légèrement paranoïaque. J'avais l'impression de jouer au chat et à la souris avec un adversaire invisible, de mener une enquête policière dans ma propre maison. Cette situation absurde m'épuisait nerveusement. Mes cheveux pièges étaient régulièrement déplacés ou carrément disparus. La pièce de monnaie avait bougé à 3 reprises en une semaine, passant de sa position initiale à quelques centimètres de là,
les miettes de pain étaient dispersées presque chaque matin, comme si quelqu'un avait passé négligemment la main sur l'étagère. Ces indices matériels ne mentaient pas. Quelqu'un entrait bien chez moi. Cette certitude m'a glacé le sang, plus que toutes les incertitudes précédentes. Un inconnu se promenait dans mon intimité, probablement la nuit pendant que je dormais sans méfiance. Il connaissait mes habitudes, mes horaires, mes faiblesses. Il fouillait dans mes affaires, se servait dans mes provisions, utilisait peut-être mes affaires personnelles. Cette violation répétée de mon intimité me révulsait au plus haut point. L'idée qu'une présence étrangère évoluait dans mon espace privé me donnait la nausée. Cet intrus avait-il également fouillé dans mes tiroirs, mes placards, ma correspondance? Avait-il touché mes vêtements, mes livres, mes objets personnels? Cette promiscuité forcée et unilatérale m'écœurait profondément. Je me sentais souillé, violé dans mon intimité la plus profonde. J'ai installé un verrou supplémentaire de sécurité sur ma porte d'entrée. Un modèle haut de gamme que j'avais acheté dans un magasin spécialisé près de République après avoir consulté plusieurs sites internet spécialisés. Le vendeur, un homme aux allures d'ancien militaire, m'avait expliqué avec une fierté professionnelle qu'il résisterait à la plupart des tentatives d'effraction, amateurs et même à certaines techniques professionnelles. J'avais aussi fait changer le barillet de la serrure principale par un serrurier recommandé par M. Vidal. Ces travaux de sécurisation avaient coûté plus de 300 €, une somme conséquente pour mon budget de jeune cadre. Mais ces dépenses étaient nécessaires pour retrouver un minimum de tranquillité d'esprit dans mon propre appartement. J'avais également fait installer un œilleton grand angle pour voir qui sonnait à ma porte. Ces précautions me semblaient désormais indispensables pour ma sécurité psychologique. Mais les intrusions ont continué malgré ces mesures de sécurité renforcées, me plongeant dans un abîme de perplexité et d'angoisse. Le matin du 15 novembre, un dimanche gris et pluvieux, j'ai découvert qu'on avait mangé la moitié de mon gratin de courgettes aux gruyères préparé la veille avec amour. Le plat était sorti du four depuis moins de 12 heures. Et pourtant quelqu'un s'était servi pendant mon sommeil profond et réparateur. La fourchette utilisée traînait dans l'évier, encore tachée de sauce béchamel, de fromage fondu. Cette image domestique et banale, dans ce contexte d'intrusion, m'a donné la nausée et fait monter une bile amère dans ma gorge. L'idée qu'un étranger utilise mes ustensiles, mange dans mes assiettes, s'installe à ma table pendant que je dors, me répugnait physiquement et moralement. Cette promiscuité forcée avec un inconnu violait tous mes principes d'hygiène et d'intimité. Qui était cette personne qui partageait mes repas sans mon consentement? Quelles étaient ses intentions réelles? Se contentait-elle de se nourrir? Ou avait-elle d'autres desseins plus sinistres? Ces questions sans réponse hantaient mes journées et empoisonnaient mes nuits. J'ai commencé à avoir des insomnies chroniques, l'oreille constamment tendue vers le moindre bruit suspect venant de la cuisine ou du couloir. Chaque craquement du parquet centenaire, chaque murmure de la tuyauterie vétuste, chaque ronronnement du réfrigérateur me faisait sursauter comme un animal aux aguets. Mon appartement si coquet était devenu une source d'anxiété permanente et d'épuisement nerveux. Ces nuits blanches, passées à guetter les bruits nocturnes, me laissaient épuisé le matin avec des cernes profonds
et un teint blafard. Ma concentration au bureau s'en ressentait, et mes collègues commençaient à remarquer ma nervosité grandissante. Je sursautais quand on m'adressait la parole. J'avais du mal à suivre les réunions. Je commettais des erreurs d'inattention dans mes calculs. Un soir de la fin novembre, vers 11 heures, alors que je regardais distraitement un documentaire sur la chaîne Histoire, j'ai distinctement entendu le bruit caractéristique de la porte du réfrigérateur qui s'ouvre lentement. Ce léger déclic métallique, suivi du ronronnement plus fort du moteur, était impossible à confondre après des mois de vie commune avec cet électroménager. Quelqu'un était dans ma cuisine à cet instant précis, se servant sans vergogne dans mes provisions. Mes mains se sont mises à trembler de façon incontrôlable, et j'ai senti une sueur froide et poisseuse perler sur mon front et dans mon dos. L'intrus était là, maintenant, à quelques mètres de ma chambre, séparé de moi seulement par une cloison en placo et une porte fermée. Cette proximité physique, avec mon mystérieux visiteur nocturne, me terrifiait au-delà de toute expression rationnelle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'on pouvait l'entendre à travers les murs, qu'il allait me trahir et révéler ma présence éveillée. Je me suis levé le plus silencieusement possible de mon canapé, évitant soigneusement les lattes de parquet qui grinçaient près de la fenêtre et devant la bibliothèque. Chacun de mes mouvements était calculé, mesuré, silencieux comme ceux d'un cambrioleur dans sa propre maison. J'ai entrouvert la porte de ma chambre de quelques millimètres seulement, juste assez pour avoir une vue partielle et discrète sur le couloir menant à la cuisine, éclairé. Une lumière tamisée et blanchâtre filtrait de cette direction, probablement celle du réfrigérateur ouvert, projetant son halo froid sur le carrelage de la cuisine. Cette lueur fantomatique dans l'obscurité de l'appartement créait une atmosphère irréelle et inquiétante. Des bruits de mastication lente et méthodique me parvenaient maintenant distinctement à travers le silence nocturne. Quelqu'un était en train de manger mes restes avec application, tranquillement installé dans ma cuisine, comme si de rien n'était, comme s'il était chez lui. Cette audace confondante me sidérait autant qu'elle me terrorisait. Comment cette personne osait-elle s'installer ainsi dans mon intimité? J'ai attrapé mon téléphone portable d'une main tremblante pour appeler la police. Mais mes doigts, engourdis par le stress, tremblaient trop pour composer correctement les numéros. Le 17 pour la police, secours, ne répondait pas, occupé ou en dérangement. Le 112e des urgences européennes semblait inaccessible, la tonalité restant désespérément muette. Même la technologie moderne semblait m'abandonner dans cette épreuve. La frustration s'ajoutait à la peur dans ce moment critique où j'avais enfin la preuve tangible de l'intrusion. Combien de fois avais-je composé ces numéros d'urgence dans ma vie? Jamais. Et voilà qu'au moment où j'en avais véritablement besoin, ils restaient muets et inaccessibles. Cette ironie du sort aggravait encore mon sentiment d'isolement et de vulnérabilité face à cette menace invisible. Les bruits ont cessé brusquement, créant un silence plus effrayant que tous les sons précédents. Plus aucun bruit de mastication ne venait de la cuisine, comme si mon visiteur nocturne avait soudainement pris conscience de ma présence éveillée ou avait perçu mes tentatives d'appel. Cette interruption soudaine était plus effrayante que les bruits eux-mêmes, car elle suggérait une intelligence
une conscience de la situation. J'imaginais cette personne, immobile dans ma cuisine, aux aguets comme moi, guettant le moindre de mes mouvements, analysant chaque son suspect. Cette guerre des nerfs, silencieuse entre nous deux, me nouait l'estomac. L'atmosphère était devenue électrique, chargée d'une tension presque palpable qui faisait vibrer l'air de l'appartement. Nous étions deux prédateurs qui se jaugeaient dans l'ombre. Ce face-à-face, invisible et muet, a duré une éternité, chacun de nous retenant son souffle, analysant les intentions de l'autre. J'étais cloué derrière ma porte entrebâillée, n'osant ni avancer pour confronter l'intrus, ni reculer pour me réfugier dans ma chambre. Mes muscles étaient tétanisés par la peur, et ma respiration était devenue si superficielle que j'avais l'impression de manquer d'air. Au bout de ce qui m'a paru des heures, mais n'était probablement que quelques minutes d'attente angoissante, j'ai entendu des pas légers et feutrés se diriger lentement vers l'entrée. Ces pas étaient différents des miens, plus légers, presque glissants sur le parquet. Le bruit caractéristique des verrous qu'on manœuvre avec précaution a résonné dans le silence oppressant de l'appartement endormi. La porte d'entrée s'est refermée avec un claquement sourd et définitif qui a fait vibrer toute la structure de l'appartement. L'intrus venait de partir, me laissant seul avec mes questions sans réponse et ma terreur grandissante. J'ai attendu encore 10 bonnes minutes supplémentaires avant d'oser sortir de ma cachette improvisée, les jambes flageolantes et le cœur encore emballé par l'émotion. Cette attente supplémentaire était nécessaire pour m'assurer que le départ était définitif, qu'il ne s'agissait pas d'une ruse pour me faire sortir de ma cachette. Mon visiteur nocturne était peut-être plus malin que je ne l'imaginais, capable de stratégies complexes pour arriver à ses fins. Cette méfiance extrême était devenue ma seule protection dans ce jeu de cache-cache mortel. La cuisine portait les traces évidentes de sa visite nocturne comme autant d'indices d'un crime domestique. Le réfrigérateur était resté ouvert, projetant sa lumière blafarde et artificielle sur le carrelage froid. Cette négligence était surprenante de la part de quelqu'un qui avait fait preuve jusque-là d'une discrétion remarquable. Peut-être ma présence éveillée l'avait-elle déstabilisé dans sa routine habituelle. Sur la table de la cuisine traînaient les restes de mon hachis parmentier dans le plat de service en porcelaine de ma grand-mère. Un héritage familial auquel je tenais particulièrement. Une fourchette en inox était plantée dedans comme un petit drapeau de conquête. L'image était si incongrue, si quotidiennement domestique dans ce contexte d'effraction nocturne, que j'ai éclaté d'un rire nerveux et hystérique. Ce rire incontrôlable s'est rapidement transformé en sanglots convulsifs et libérateurs. Je perdais pied complètement face à cette situation qui dépassait mon entendement rationnel. Toutes les tensions accumulées depuis des semaines se déversaient d'un coup dans cette crise de nerfs salvateur. Je pleurais autant de peur que de frustration, autant de colère que d'incompréhension. Le lendemain matin, encore ébranlé par cette nuit d'épouvante, j'ai fait installer un système d'alarme complet avec détecteur de mouvements infrarouges et caméra de surveillance nocturne par une société spécialisée recommandée par un collègue de bureau. Le technicien, un homme d'une 50aine d'années, aux mains expertes, m'a regardé avec un air perplexe quand je lui ai expliqué vouloir surveiller spécifiquement la cuisine
et ses accès. Il a dû me prendre pour un maniaque de la sécurité alimentaire ou un paranoïaque obsédé par la protection de son garde-manger, mais peu m'importait son opinion personnelle. J'avais besoin de comprendre, enfin, qui était cet intrus invisible et comment il s'introduisait chez moi, malgré toutes mes précautions grandissantes. Cette installation représentait mon dernier recours technologique pour percer ce mystère qui me rongeait. Les équipements étaient dernier cri. Caméras à vision nocturne, détecteurs volumétriques, centrale d'alarme reliée à mon smartphone. Le technicien m'a expliqué le fonctionnement de chaque élément avec une patience professionnelle. Je prenais des notes consciencieusement, déterminé à maîtriser parfaitement ce système qui allait enfin me donner des réponses. L'installation avait coûté une petite fortune, mais elle en valait la peine. La première nuit après l'installation, l'alarme ne s'est pas déclenchée une seule fois. La seconde, non plus. J'ai commencé à me dire que ma présence éveillée lors de la dernière intrusion avait peut-être découragé définitivement le visiteur indésirable. Cette accalmie inattendue m'a procuré un soulagement temporaire mais fragile, même si je restais constamment sur mes gardes. Mon sommeil restait léger, l'oreille tendue vers le moindre signal sonore. Cette trêve me permettait de récupérer un peu de sommeil réparateur et de retrouver une concentration acceptable au bureau. Mes collègues remarquaient que j'avais meilleure mine, que ma nervosité s'était apaisée. J'osais espérer que le calvaire était terminé, que mon système de sécurité avait dissuadé l'intrus de récidiver. Peut-être avait-il simplement changé de cible, trouvé un autre appartement plus facilement accessible. La troisième nuit, vers 2 heures du matin, alors que je dormais profondément, l'alarme s'est mise à hurler avec une stridence insoutenable qui m'a arraché brutalement au sommeil. Les capteurs infrarouges de la cuisine avaient détecté un mouvement suspect. Je me suis précipité vers l'écran de contrôle installé dans ma chambre, le cœur battant comme un tambour de guerre, les mains tremblantes d'excitation et d'appréhension. Enfin, j'allais voir le visage de mon mystérieux visiteur nocturne, connaître son identité, comprendre ses motivations. Les images de la caméra infrarouge montraient une silhouette floue et verdâtre en mouvement, près du réfrigérateur ouvert. La technologie allait enfin lever le voile sur ce mystère qui empoisonnait ma vie depuis des mois. Je me préparais à découvrir un cambrioleur, un voisin indélicat, ou peut-être un sans-abri ayant trouvé un moyen d'entrer. Mais quand j'ai regardé plus attentivement les images, en ajustant la luminosité et le contraste, mon sang s'est complètement glacé dans mes veines. La silhouette mystérieuse était la mienne. C'était moi qui me tenais debout devant le réfrigérateur ouvert, moi qui fouillais méthodiquement dans les restes, moi qui mangeais debout dans la pénombre verdâtre de la cuisine nocturne. Cette révélation m'a assommé comme un coup de massue. J'étais en pyjama rayé, les cheveux ébouriffés par le sommeil, et mon visage portait une expression étrange et dérangeante que je ne me connaissais pas du tout. Un air absent et mécanique, comme celui d'un automate programmé pour accomplir une tâche précise sans conscience ni volonté propre. Mes yeux étaient ouverts, mais semblaient regarder dans le vide, fixant un point invisible au-delà de la réalité immédiate. Sur l'enregistrement en noir et blanc, je me voyais mâcher lentement et méthodiquement, sans aucune expression de plaisir gustatif ou même de conscience alimentaire.
Mes gestes étaient automatiques et répétitifs, comme ceux d'une machine biologique programmée pour se nourrir. Cette version nocturne de moi-même me terrifiait infiniment plus que n'importe quel cambrioleur ou intrus extérieur. Je ne me souvenais pas du tout de m'être levé cette nuit-là, encore moins d'avoir éprouvé une sensation de faim ou une envie particulière de manger. Mon dernier souvenir était de m'être endormi paisiblement vers 11 heures après avoir lu quelques pages d'un roman policier. Comment était-il possible que mon corps agisse ainsi à mon insu, sans aucun contrôle de ma conscience? J'ai continué à regarder les images avec une fascination morbide et un dégoût croissant de moi-même. Sur l'écran de contrôle, je terminais de vider méthodiquement un pot de rillettes artisanales avec les doigts, léchant consciencieusement chaque phalange avant de ranger soigneusement le pot vide dans la poubelle de tri sélectif. Mes gestes étaient précis, malgré mon état de conscience altéré. Puis je nettoyais scrupuleusement mes mains avec le torchon à carreaux accroché près de l'évier, refermais le réfrigérateur d'un geste machinal et retournais vers ma chambre d'un pas aussi automatique qu'à l'aller. Toute cette séquence troublante avait duré moins de 10 minutes. 10 minutes d'amnésie totale, durant lesquelles mon corps avait agi en pilotage automatique. Le plus troublant était l'expression de mon visage pendant toute cette scène nocturne. Mes yeux étaient ouverts, mais semblaient regarder dans le vide intersidéral, comme si j'étais dans un état second de conscience modifié ou d'hypnose profonde. Mon visage ne portait aucune trace de gourmandise gourmande, ni même de faim basique, juste une concentration mécanique et animale sur l'acte de manger. Cette image de moi-même me donnait l'impression troublante de regarder un étranger complet habiter temporairement mon corps familier. Qui était cette personne qui utilisait mon enveloppe corporelle pendant mes heures de sommeil? Où était ma conscience pendant ces épisodes d'automatisme alimentaire? Ces questions existentielles me donnaient le vertige et remettaient en question ma compréhension de moi-même. J'ai revisionné l'enregistrement plusieurs fois, consécutives, espérant y trouver un détail qui m'échappait, une explication rationnelle à ce comportement inconscient que je ne contrôlais manifestement pas. Mais les images numériques ne mentaient pas et ne laissaient aucune place à l'interprétation. J'étais bel et bien un somnambule alimentaire chronique, et mon mystérieux intrus n'était autre que moi-même, dans un état de conscience altéré. Cette révélation était à la fois un immense soulagement et une source d'inquiétude nouvelle et plus profonde. Au moins, je n'avais pas de cambrioleur récidiviste à redouter, pas de malfaiteur qui violait mon intimité depuis l'extérieur. Personne d'étranger ne fouillait dans mes affaires personnelles ou ne représentait une menace physique directe. Le mystère avait une explication médicale, rationnelle. Mais cette découverte troublante soulevait des questions tout aussi inquiétantes sur mon état mental et ma santé psychologique générale. Depuis quand étais-je somnambule sans le savoir? Ces épisodes nocturnes d'automatisme expliquaient-ils d'autres bizarreries comportementales que j'avais pu remarquer sans y prêter suffisamment attention? Mon comportement diurne était-il également affecté par ce trouble du sommeil paradoxal? L'idée que mon corps puisse agir à mon insu, sans contrôle conscient de ma part, me terrifiait au plus haut point. Quelles autres actions inconscientes pourrais-je commettre pendant mon sommeil?
sortir de l'appartement, utiliser des objets dangereux, blesser quelqu'un d'autre. Cette perte de contrôle sur moi-même ouvrait un abîme d'inquiétude et de scénarios catastrophes dans mon esprit anxieux. J'ai pris rendez-vous en urgence avec mon médecin généraliste, le docteur Moreau, que je connaissais depuis l'enfance et en qui j'avais une confiance absolue. Il m'a reçu le lendemain matin dans son cabinet cossu du 16e arrondissement, écoutant avec attention et sans jugement ma description détaillée des symptômes. Son attitude professionnelle et bienveillante m'a immédiatement rassuré. Il m'a posé de nombreuses questions précises sur mon rythme de sommeil actuel, mon niveau de stress professionnel et personnel, mes habitudes alimentaires récentes, mes éventuelles prises de médicaments ou de substances. Son diagnostic a été rapide et sans appel. Je souffrais de somnambulisme alimentaire nocturne, un trouble relativement rare, mais bien documenté dans la littérature médicale spécialisée. Selon ses explications éclairées, ce syndrome était souvent déclenché par des périodes de stress intense ou de changements importants dans la vie quotidienne d'une personne sensible. Mon déménagement récent, ma nouvelle indépendance résidentielle, la pression professionnelle croissante que je subissais depuis quelques mois constituaient autant de facteurs déclenchants potentiels pour ce type de trouble comportemental. Mon cerveau évacuait cette tension psychologique accumulée en me poussant à manger de façon compulsive et inconsciente pendant mon sommeil paradoxal, sans que ma conscience diurne en garde le moindre souvenir au réveil. C'était un mécanisme de défense psychologique primitif, une soupape de sécurité émotionnelle qui se déclenchait automatiquement quand le niveau de stress dépassait mon seuil de tolérance conscient. Le traitement qu'il m'a prescrit avec beaucoup de pédagogie combinait une médication légère pour réguler mes cycles de sommeil et rétablir un équilibre neurochimique, ainsi que quelques séances avec un psychologue spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire et les pathologies du sommeil. Il m'a également conseillé de sécuriser temporairement ma cuisine pendant la nuit, pour éviter que je me blesse en manipulant des ustensiles tranchants. Cette perspective de blessure nocturne, involontaire, m'a fait froid dans le dos et ajouté une dimension dramatique supplémentaire à mon trouble. Imaginez que je puisse me couper avec un couteau ou me brûler avec la gazinière pendant mes épisodes de somnambulisme alimentaire me terrifiait encore plus que les intrusions elles-mêmes. Mon propre corps devenait une source de danger pour moi-même. J'ai scrupuleusement installé un verrou de sécurité à l'intérieur de la porte de la cuisine, que je fermais religieusement chaque soir avant de me coucher comme un rituel protecteur. Les premières nuits, je me suis réveillé plusieurs fois en entendant la poignée s'agiter faiblement et des coups sourds et répétitifs contre la porte close. Mon moi nocturne tentait d'accéder à son garde-manger habituel. Il s'acharnait contre l'obstacle avec une détermination mécanique qui m'effrayait par son caractère obsessionnel et répétitif. Ces bruits persistaient parfois pendant de longues minutes avant de cesser, comme si mon subconscient finissait par accepter l'échec et retournait se coucher. Cette lutte nocturne entre mes deux personnalités, diurne et nocturne, créait une ambiance de maison hantée dans mon propre appartement. Progressivement, grâce aux traitements médicamenteux et au suivi psychologique régulier, les épisodes se sont espacés puis estompés. Le docteur Lemoine, mon thérapeute comportementaliste,
m'a aidé avec patience à identifier les sources précises de stress dans ma vie quotidienne et à développer des stratégies de gestion émotionnelle plus saines et durables. Nos séances hebdomadaires étaient devenues un moment d'introspection précieux. Nous avons exploré ensemble les liens complexes entre mon besoin viscéral d'indépendance et mes angoisses inconscientes d'abandon, entre ma relation ambivalente à la nourriture et mes mécanismes primitifs de réconfort émotionnel hérités de l'enfance. Ces séances de psychothérapie m'ont permis de mieux comprendre les ressorts cachés de ma personnalité et les déclencheurs de mon trouble du sommeil. Après 3 mois de traitement assidu et de travail psychologique approfondi, je n'avais plus eu d'épisode de somnambulisme alimentaire depuis plusieurs semaines consécutives. J'avais retiré le verrou de sécurité de ma cuisine et désactivé le système d'alarme sophistiqué, retrouvant progressivement une relation normale et apaisée avec mon appartement. Le mystère était enfin résolu, mon trouble soigné, et je pouvais profiter sereinement de ma nouvelle vie. Du moins, c'est ce que je croyais naïvement à l'époque. Cette période de rémission m'avait redonné confiance en moi et en ma capacité à contrôler ma propre existence. Je dormais mieux, je mangeais de façon plus équilibrée, je gérais mieux le stress professionnel. Ma vie avait retrouvé un équilibre et une prévisibilité rassurante. J'avais même recommencé à recevoir des amis pour des dîners conviviaux. Car hier soir, en rentrant d'une séance de cinéma vers 11 h, après avoir vu un film de science-fiction passionnant, j'ai trouvé ma porte d'entrée légèrement entr'ouverte, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Le verrou supplémentaire était ouvert et mes clés pendouillaient encore mollement dans la serrure principale. Cette négligence était totalement contraire à mes habitudes de sécurité obsessionnelles. Sur la table de la cuisine m'attendait une assiette de porcelaine, propre, avec une fourchette, en argent, soigneusement disposée à côté, comme une invitation silencieuse à un repas mystérieux. Dans le réfrigérateur, quelqu'un avait disposé, avec soin, des restes de blanquettes de veau encore tièdes, fumant légèrement dans le froid de l'appareil. L'odeur délicieuse et familière de cette daube à la française flottait dans tout l'appartement comme un parfum gourmand. Le plat était préparé à la perfection. Les morceaux de viande fondant nageaient dans une sauce onctueuse aux petits légumes, accompagnés de champignons de Paris et de petits oignons grelots. La présentation était soignée, digne d'un restaurant gastronomique. Quelqu'un avait pris le temps de mijoter ce plat avec amour et expertise culinaire. Mais je vis seul depuis 6 mois maintenant, et je n'ai cuisiné aucune blanquette aujourd'hui. Plus troublant encore, je n'en ai même jamais préparé de ma vie entière, car je déteste le veau depuis l'enfance, suite à une intoxication alimentaire traumatisante. Cette aversion est si profonde que je ne peux même pas supporter l'odeur de cette viande. Pourtant, le plat m'attendait dans la cuisine, appétissant et mystérieux, défiant toute logique. Mon cœur s'est remis à battre comme un tambour affolé. Et cette fois, je savais avec certitude que ce n'était pas moi le responsable. Quelqu'un d'autre vit ici avec moi. Quelqu'un que je n'ai jamais vu, mais qui connaît manifestement mes habitudes mieux que moi-même. Cette présence invisible partage mon quotidien, utilise ma cuisine, prépare des repas que je n'aime pas. Qui est cette personne fantomatique qui hante mon appartement?
Que veut-elle exactement? Ces questions sans réponse me glacent le sang d'une terreur nouvelle. Cette nuit, je ne dormirai pas. Cette nuit, je monterai la garde avec tous mes sens en éveil, déterminé à percer enfin ce mystère qui dépasse l'entendement médical. L'enquête ne fait que commencer, et j'ai la désagréable impression que le plus terrifiant reste encore à découvrir dans les profondeurs de cette énigme domestique qui transforme mon foyer en maison hantée.